Il est 21h sur Royal FM. 88.4 Royal FM. The Listeners Radio. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Allô? Allô? L'un des principes les plus chers à la démocratie, c'est bien la liberté d'expression. Il faut laisser s'exprimer toutes les opinions, des convergentes aux contradictoires. C'est même cela la République. On n'est pas obligé d'être d'accord et en accord. Il faut dialoguer, évaluer, examiner, disséquer avec froideur les failles, afin d'appréhender une République sereine, assise sur des valeurs humaines, des valeurs de compétence et la rigueur pour accompagner la construction d'une République forte par des institutions solides, des textes qui abriteront sans difficulté des générations de Camerounais qui l'auront en héritage, comme la génération actuelle l'a eu des pères fondateurs. Pour cette édition, le Point littéraire accueille un phare de la société parce que intellectuel et philosophe de surcroît, il ne fait pas dans le politiquement correct. Son dernier texte qui aura toute notre attention ce soir soutient la thèse selon laquelle la fin du renouveau a sonné. Bonsoir et bienvenue au Point littéraire. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, Et j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais Jeudi à 21h sur Royal FM. le Point littéraire. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. L'auteur du soir a pour nom Fridolin Key. Le titre de son ouvrage, Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie. C'est un Camerounais originaire de la région du centre. Fridolin Key, après son baccalauréat, s'inscrit en philosophie à l'université de Yaoundé 1. En 2005, bénéficiant d'une bourse de mobilité académique, il part pour l'université de Sherbrooke au Canada. Plus tard, en 2009, il est invité en Belgique par le groupe de recherche phénoménologie, justement,
De là, il soutient sa thèse de doctorat en philosophie ayant lettre en 2012 à l'Université de Liège avant de retourner au Cameroun où depuis 2015, il enseigne au département de philosophie de l'Université de Yaoundé 1. Le point littéraire, l'entretien. Docteur Fridolin Ki, bonsoir et bienvenue au point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les millions d'auditeurs. Je voudrais dire un merci spécial à monsieur le directeur général de Royal FM, cette radio qui nous a soutenus lorsque les temps étaient ingrats. Je voudrais vraiment lui reconnaître cette sollicitude qui nous a fait beaucoup de bien, où j'ai dû vraiment venir ici avec mon ami Jean de Dieu ici, vraiment expliquer la situation aux Camerounais et solliciter leur écoute. Et merci beaucoup à toute l'équipe de Royal FM et merci de m'accueillir aujourd'hui pour cet échange sur l'ouvrage, sur ce texte, Paul Biya, Chronique de la fin, fin comme le end, fin comme le dernier soubresaut, fin comme le dernier spasme, fin comme une dernière chronique du naufrage d'une autocratie qui a fait beaucoup de victimes et qui continue de faire beaucoup de ravages et qu'on espère finalement tomber très bientôt. Avant d'entrer dans le livre de Plein Fouet, je vais vous poser une question toute simple. Vous sortez certainement de l'université, donc ça veut dire que tout va bien. Toujours dans votre bureau? Non, je suis très bien installé grâce au peuple camerounais qui, au nom, la Cour suprême a donc décidé en 2017 de me faire repartir à l'université contre vents et marées, contre les abus, contre le détournement de pouvoir de M. Jacques Famé Ndongo et de tout le reste, Soso, Aurélien, Aïssi Lucien, Abane Ngolo, en fait toute la bande. Et la Cour suprême a dit c'est nous le peuple qui décidons de l'issue de cette affaire. Et je suis confortablement installé dans mon bureau et je m'occupe de mes étudiants en paix et en respect, avec tout le respect qui est dû à la tâche immense que nous avons de transformer les consciences, de baliser de nouveaux horizons et d'implanter une nouvelle conscience républicaine dans un peuple qui n'a plus de repères, dans un peuple où les gens sont occupés, ils travaillent à avoir peur. Notre rôle, donc, c'est d'apporter cet espoir, ce courage qui est déterminant pour la suite. Alors, je me permets encore un hors sujet. Il y a eu récemment des mouvements au niveau des universités. Est-ce que vous avez passé un coup de fil à Boya Manassé, le professeur, votre petit ou grand frère? Il a été promu, il est vice-recteur. Vous lui avez passé un coup de fil pour des félicitations ou pas encore? Non, je pense que on ne peut ni féliciter cela, ni donner créance à une telle imposture. À Boya Manassé, que ce soit Boya, que ce soit Gapsia, je crois, ils ont été nommés parce qu'ils ont fait preuve de larbinisme, parce qu'ils ont fait preuve de légèreté, parce qu'ils ont fait preuve d'immoralité par leur action contre le bon sens, par leur action contre la dignité qui sied à un professeur d'université, c'est-à-dire celui qui est le phare. Vous savez, en France, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les universités qui vont supplier les hommes d'État. C'est les hommes d'État qui vont à la rencontre des universités pour s'enquérir de la situation. Et on a vu avec Raoult, lors de la crise du Covid, la Covid-19 en France, Raoult le président Macron est parti, il cherchait le bureau de Raoult à pied. Mais ici, les choses sont transformées. La France n'est pas une référence quand même, mais là au moins, on voit ce qui doit être fait dans un État de droit, dans un État républicain, dans une démocratie. C'est-à-dire que l'université, c'est la référence, c'est celle qui donne le contenu et la lumière qui organise la vie publique. Ouais. Mais c'est le cas, c'est pas le cas ici. Ici, quand tu insultes Kamto, pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup d'années, quand tu diffames les collègues,
au nom du régime du renouveau, alors tu as la promotion. Et c'est ce qui s'est passé hier. C'est une insulte. Jacques Fameno est en train de gâter l'université. De toutes les façons, on a compris votre point de vue. Vous n'allez pas appeler pour des félicitations. Alors, votre livre, Paul Biya, Chronique de la faim. On est bien étonné de ce sujet, surtout de ce titre, lorsqu'on sait que le président de la République entame quand même peut-être la 3e année seulement de sa mandature qui court jusqu'en 2025. Alors, le docteur Fridolin qui aurait du mal à regarder le calendrier, ou alors pourquoi la fin, puisqu'on n'est pas encore à la fin du mandat du président de la République? Jean-Jacques, merci beaucoup de soulever cette question. Le mandat du président Paul Biya, il est encore président, c'est un mandat de trop. Il devait abandonner le pouvoir. Il devait réorganiser le pouvoir de telle sorte qu'il aille se reposer. J'ai écrit un post hier pour dire que le président de la République doit démissionner parce que à la lieu où vont les choses dans ce pays, on ne voit pas d'issue. Et dans certaines situations comme celle-ci, dans un pays normal, l'eau maintenue là, c'est un péché. Parce qu'on aspire à autre chose. Il doit comprendre qu'on aspire à autre chose. 38 ans, s'il n'a pas transformé quelque chose de manière substantielle. Vous allez voir dans mon livre, on va en parler tout à l'heure, il y a une grosse partie qui porte sur la partie 2, parce que le livre a 2 parties. On va parler tout à l'heure. Sur les acquis à deuxième partie. On doit, c'est le temps où on doit rentabiliser ce qu'il a pu, les petits acquis du renouveau. Donc c'était là l'occasion qu'il devait nous donner pour voir le pays différemment. Mais malheureusement, il a pris ce mandat. Je ne sais pas si c'est de son propre chef, mais nous sommes dans une situation où le pays est totalement divisé. Nous avons tout à foiré en fait. Parce que il y a non seulement la crise, vous savez que nous sommes déjà replongés dans l'ajustement structurel. Nous avons la crise partout, au nord, au sud-ouest, au nord, les bandes armées à l'est. Tout cela, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et dans ces conditions, lorsque l'État est fragile, comme c'est le cas, c'est le prétexte à toutes sortes de choses. On a beau vous rassurer, non, l'État est tout puissant. Je vois des idéologues réactionnaires comme Onan Guinée qui passent le temps à raconter, non, l'État westphalien fait ceci ou cela. Non, l'État c'est nous. Il y a toutes sortes de choses. Non, l'aspiration du peuple camerounais, qui est l'État? L'État, ce n'est pas l'instrument exécutif qui est composé des ministres, des présidents et toute l'armada. Non, l'État, c'est la conscience que nous faisons un et que nous allons défendre notre avenir, notre présent. Oui. Donc là, ce n'est pas le cas. Alors, là, nous sommes totalement déboussolés. Il faut donc qu'on comprenne que non, le pouvoir, ou bien il doit se régénérer, ou il doit tomber, et on doit précipiter sa chute. Alors, vous parlez des moments terribles au Cameroun. On a l'impression que c'est un constat alarmiste. Le constat selon lequel le moment où le temps n'est pas bon, est-ce que ce n'est pas un peu oublié qu'au Cameroun, l'homme ordinaire peut vivre et manger aisément et sans problème? Jean-Jacques, vraiment, vous devez comprendre une chose essentielle. Les Camerounais doivent comprendre que l'heure est grave. Ce n'est pas parce que nous sommes assis ici à Yaoundé, à l'instant où je vous parle, on est en train de piéger nos soldats, à l'instant précis où je parle. Je reçois beaucoup de vidéos des gens qui s'identifient comme des Camerounais ambazoniens, qui disent des choses, qui font des choses contre nos jeunes soldats. Ce sont mes frères. Ce sont mes jeunes frères qu'on sacrifie comme ça pour une guerre bête. Je demande maintenant là, à l'instant, au président de la République, qui comprennent qu'il sera responsable de ce qui arrive là. On ne peut pas comprendre que ces gens ont choisi de nous retrouver. On a signé des accords avec la France en 1960. Ça ne les engageait pas. Ils ont quand même accepté d'être avec nous. En 1961, il y a eu tout ce qu'il y a eu. En 1972, on a fait tout le faux qu'on a organisé au président Aïdjo. Là, ce n'est pas du ressort du président actuel. Le président Aïdjo a organisé tout un faux référendum basé sur le mensonge, sur l'escroquerie sentimentale. Et on est arrivé à ce résultat. Est-ce que vous êtes pour le référendum? Oui ou yes? Quel est ce référendum qu'on organise? Et c'est sur cette base-là, on croyait que l'histoire ne va pas nous rattraper. Nous sommes en plein dedans. Il faut qu'on regarde clairement ce qui se passe. On est en train de piéger nos soldats actuellement.
tous les jours, et ça me fait mal. Et des gens qui sont en train de s'enrichir, et on me dit que mon devoir c'est avoir peur. Il faut qu'ils comprennent que non, mon devoir, le peuple camerounais me paye les penseurs pour clarifier la situation, pour affûter leur regard. Parce qu'on ne voit plus clair, il faut qu'on nous leur dise que nous on voit ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les gens organisent des bandes armées pour organiser le désordre, parce que c'est par rapport à ça qu'ils vont se pérenniser au pouvoir. Ils organisent ces musulmans, cette distraction des fonds, des milliards de francs, pour organiser l'alternance, pour qu'ils aient les moyens pour bien survivre au renouveau, pour mieux rester au pouvoir après Paul Biya. Est-ce à dire que jusqu'à présent on n'a pas trouvé la bonne solution? Il n'y a pas de solution. Ou alors on ne veut pas trouver des solutions? Mon cher, pour résoudre un problème, il y a deux façons. Soit on veut vraiment le résoudre, on trouve une solution, soit on entretient le pourrissement. Ce qui se passe au nord et au sud-ouest, c'est à dessein, on organise le pourrissement. On organise le pourrissement parce que les gens, non seulement on sait qu'ils sont incapables de discuter, de réfléchir, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont seulement occupés à tuer les gens. Mais en plus, ils sont dans une logique où ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays où vous prétendez, surtout en démocratie. Je suis d'accord, si on dit qu'il y a une dictature, moi je suis d'accord. Mais il faut que cette dictature-là produise des fruits. Les gens veulent être dictateurs dans le vide, dans la pauvreté, dans la souffrance. Non, qu'ils fassent comme Kagame s'ils veulent être des dictateurs. Qu'ils organisent le pays de telle sorte qu'on puisse arriver à une situation où on nous dit de ne parler plus. Mais voici les réalisations. Les gens non seulement imposent le silence au peuple, en plus, ils volent comme des souris. Et on nous dit, fermez surtout la bouche, parce que si vous ouvrez la bouche, nous devons donc tuer la peur que qu'on nous a inculquée. C'est-à-dire qu'un pays comme le nôtre, avec un peuple comme ça, ils sont là, ils sont endormis, vous êtes là dans vos maisons, vous ne faites rien. Vous travaillez seulement sur cette chose, avoir peur. Avec ça, on ne peut pas aller. Et même, on ne sert pas le gouvernement avec ça. Nous devons comprendre que l'heure est grave. Au niveau économique, on est en train de rentrer dans l'ajustement structurel. Parce que les gens passent le temps à voler l'argent. Non pas pour réaliser les choses, même quand le président dit réaliser ceci ou cela, et que lui-même il ne suit pas, parce que c'est ça aussi le problème avec Paul Biya. Il ne suit pas ce qu'il dit de faire. Non seulement ils ne font non pas ça, ils occupent donc à distraire l'argent, parce qu'eux ils ont un autre agenda. Un autre agenda, c'est qu'ils veulent les fonds pour acheter les armes, pour se constituer un pactole de guerre, avec lequel ils vont peser. Donc, il s'agira de faire la transition et l'alternance. Il faut qu'on leur dise que ce ne sera pas comme ça. On a vu les gens qui avaient les mêmes ambitions, ils sont maintenant à Konengi. Ils ne vont pas réussir leur coup. Et la question de la corruption, la question de la peur qu'on veut imposer au peuple, ça ne va pas marcher. Alors vous êtes totalement contre le fait de dire qu'on ne peut pas discuter la forme de l'État. Pourquoi le livre l'affirme? Il faut mettre sur la table tous les sujets et les aborder avec froideur. Je dis au président de la République qui n'est pas un autocrate au sens où il s'est imposé et qu'il impose sa volonté. S'il accepte qu'il est le président de la République, au sens démocratique du terme, ça veut dire que, et c'est le b.a.-ba de la politique, on ne gouverne pas les gens suivant nos propres fantasmes. On gouverne les gens suivant leur aspiration. Ce peuple-là a une histoire. On va me dire que non, avant il n'y avait pas deux Cameroun, il y avait un seul Cameroun allemand. Non. On a eu des évolutions dans notre histoire qui ont fait qu'on ne peut pas se retrouver à affirmer, comme les gens veulent discret là, que non, si on doit reparler du fédéralisme, on doit rentrer dans une autre dynamique en parlant du fédéralisme à 10 États. Non. Il faut qu'on comprenne que le peuple ne se gouverne pas à travers la volonté d'un homme. Si on parle de ça, ça veut dire qu'on est dans une autocratie, dans une autre... Est-ce que le chef de l'État est le seul responsable de la situation actuelle? Oui, il est le responsable. J'ai dit que Paul Biya est responsable actuellement de cette guerre. Parce qu'il ne peut pas arriver à être élu pour aller déclarer la guerre à une partie de nos frères et sœurs. On doit arrêter cette guerre-là. Il faut qu'ils comprennent que le peuple ne veut pas de cette guerre-là. Et
quelle que soit leur petite menace, ça ne va pas passer. Ils doivent arrêter cette guerre-là maintenant là. Mais le président de la République a quand même mené un certain nombre d'actions. Il y a eu le dialogue national. Je veux que vous compreniez qu'on ne veut pas de la guerre dans ce pays. Et c'est eux qui vont entretenir la guerre à dessein pour se faire de l'argent, les surfacturations sur les armes, et ça doit s'arrêter maintenant. Il y a beaucoup de rigueur au niveau aujourd'hui de la gestion de l'État. Vous avez bien remarqué que depuis quelques jours, on parle d'un rapport de la Chambre des comptes qui exige, pour me répéter, des comptes à ces ministres qui auraient géré des fonds. Et puis, attend-on dire, ça vient de la très haute hiérarchie. Est-ce que le président de la République n'a pas une volonté d'assainir parmi ses collaborateurs qui ne seraient pas, du moins, dans ses objectifs visés, notamment le développement du pays? Je parle de ça un peu dans mon livre, mais je voulais vous dire deux, trois choses. Ça, c'est un non-événement pour moi. Ils sont déjà habitués à voler. Donc, vous entendez les milliards, ça vous fait peur. Eux, c'est leur match de tous les jours. Donc, on vous va dire, le président, il sait que c'est les voleurs. Il les met toujours au pouvoir. Donc, il doit répondre. Il est responsable de ça. Donc, le vol que vous voyez là, il doit répondre de ça. C'est lui le président. On ne connaît pas les attaquants, on ne connaît pas les familles, toute la bande de gens là, on ne le connaît pas. On a élu un type qu'on appelle Paul Biya. Il faut qu'il comprenne qu'on ne s'amuse pas. Ce n'est pas une faveur qu'on lui donne, on lui demande. Il doit rendre compte de notre argent. Et peut-être que ce n'est pas un miracle qu'on va trouver une solution aujourd'hui. Mais il faut qu'il comprenne que nous sommes assez éveillés et que même si le peuple ne parle pas, nous sommes assez lucides et on sait ce qui se passe. Bon, vous parlez de la Chambre des comptes. Oui, on va me dire que non, il fait quand même des efforts. Non, on n'est pas là pour ruser. Il faut taper du poing sur la table. Si le président de la République ne peut pas taper du poing sur la table parce qu'il est peut-être compromis avec eux dans leurs choses, dans leur magouille générale, parce qu'on ne peut pas comprendre que 21 minutes, et ce n'est pas la première fois, on a eu les indemnisations, Kribi, Laleke, partout, les gens ont volé, c'est les mêmes gens qui sont là, préfets, qui sont sous-préfets, ils veulent narguer les gens, et le président veut dire que lui ne comprend pas ça. On a vu la canne, des milliers de milliards. Mais il dit qu'il ne voit pas. C'est parce que le FMI a parlé ou il doit démissionner. S'il ne peut pas démissionner, il faut qu'il comprenne que ça va se tomber. S'il ne peut pas taper du bon... Et on sait qui est voleur ici, qui n'est pas voleur. Comment les gens volent comme ça? Comment ils ont un tel goût? Pourquoi ils ne peuvent pas se rassasier? Je suis dépassé. Comment les gens peuvent voler 1 milliard? C'est-à-dire que moi, quelqu'un m'avait dit qu'on va donner 50 millions. Moi, ça m'a fait peur. Comment je vais gérer 50 millions là maintenant? Parce que je dois écrire beaucoup de livres, ça va me distraire. Il y a quand même plusieurs gestionnaires de la fonction publique qui se retrouvent aujourd'hui en Codégui parce qu'ils ont mal géré. Non, ils ont eu le temps de voler. Ils ont eu le temps de voler. Le président a vu comment ils volaient. Il demandait même que je n'ai pas de preuves. Mon cher, il faut comprendre que ces gens qui volent là, ils ne volent pas sciemment. Et c'est... On va dire que je m'acharne sur le président. Ce n'est pas ça. En fait, c'est tout un travail que nous devons faire tous. Mais, dans un contexte comme celui-là, tu nommes qui, comment? Quelle est la traçabilité? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as fait l'enquête? On va dire non, on va dire que c'est le décret, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. S'il ne veut pas que les gens la volent, il faut qu'il y ait une traçabilité, qu'on sache qui on nomme. Et c'est ça, il faut organiser le pouvoir. Sinon, tu es dans la distraction, sinon tu veux nous perdre le temps. Un président ne perd pas le temps à son peuple. C'est-à-dire qu'il y a une trajectoire. On doit savoir que celui-ci, par exemple, dont on parle beaucoup là, Manaouda, on ne sait pas d'où il vient. Un type qui surgit comme ça, on ne sait pas. Donc il est dans leur secte, dans leur truc. On le sort comme ça. On le sort. Non, ça veut dire qu'on l'a dit nommé, on ne sait pas. En fait, ce n'est pas même pas la faute de Manaouda. Manaouda, je sais pas comment il s'appelle. Bon, bref, c'est pas important. C'est un voleur. On a dit que c'est un voleur. On dit que c'est un voleur. On dit que c'est un voleur, c'est pas moi, c'est la Cour des comptes. Est-ce que c'est moi qui dis le rapport en question, on pense qu'il est fictif. Bon, de toutes les façons, c'est... Moi, je dis que c'est pas un type. Lui-même, c'est un épiphénomène. Moi, je ne m'attaque même pas à lui. Parce que peut-être on est dans une situation où ce n'est même pas lui le vrai responsable. Le responsable, c'est le président de la République. Parce qu'il doit savoir comment il nomme les gens. Et il doit y avoir une visibilité. On me dit qu'il a un carnet sur lequel il note le nom de ses responsables, collaborateurs. Peut-être le carnet est fini, les pages sont finies. Ça fait déjà 48 ans. Mais alors qui renouvelle, qui achète un nouvel carnet? Il n'achète pas un nouveau carnet, il veut qu'on fasse comment? Ça, c'est quel président qui n'a qu'un seul carnet? Alors, Fridolin, votre livre nous fait savoir que c'est la fin. La fin de qui? Du régime Biya, de Biya lui-même ou bien toutes ces créatures aussi? Tout.
Les gens comme Femme Dong, c'est fini. Parce qu'ils ont tellement tué l'université. Ils sont finis. Les gens comme les autres là qui s'appellent qui même. Je n'aime pas ce qu'on a prononcé. Il est à l'administration territoriale. Ils sont finis. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens, tu encourages qu'on tue tes propres frères. Moi, ça me fait mal. On égorge. Vous avez vu comment on égorge les jolies filles? Vous avez vu comment ces scènes-là, ces vidéos, et on me dit qu'on va faire la guerre. Et Ouran Guinée même me dit qu'on va faire la guerre 50 ans. Donc on va égorger mes soeurs comme ça pendant 50 ans. C'est moi-même qui va aller là-bas. Si on continue la guerre là, on va aller là-bas tous. Alors, vous ne pouvez pas comprendre comment le pays, comment les gens font des choses épouvantables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes un intellectuel, vous êtes un penseur, vous regardez la situation actuelle, il faut faire quoi? Par exemple, pour que les armes soient définitivement déposées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On sait, eux-mêmes savent ce qu'ils doivent faire. On a un problème sérieux et je sais leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, là, vous savez ce que ça veut dire? Les gars sont en train de... Les gars ne veulent pas partager les richesses avec quelqu'un. Et le problème n'est pas seulement au niveau du Cameroun. Le problème aussi au niveau international. On a un gros problème, les accords que nous avons signés avec la France. Et c'est ça qu'on doit mettre sur la table. Je dis que le nouveau président qui arrive là, s'il y a un nouveau président, je ne sais pas qui on veut dans leur plan, on va en parler si vous voulez. Mais les noms que j'entends là, il faut qu'ils aient la capacité, les capacités. Sinon, pas les capacités, c'est-à-dire de mettre sur la table qu'on doit renégocier ces accords. Parce que la guerre que vous voyez au nord-ouest, nos frères de la région du sud-ouest et du nord-ouest, des régions du nord et du sud-ouest, disent simplement ceci. Et je ne suis pas d'accord pour que les gens se séparent. Moi, quand ils me contactent par WhatsApp, je leur dis que moi, oubliez qu'on va se séparer, on est là à vie. Mais le problème de fond, c'est que vous ne pouvez pas aller quelque part avec la malgouvernance francophone que vous voulez faire là, et vous imposez ça aux gens. Les gens ont gentleman, c'est-à-dire même gérer les ressources, c'est dans la galanterie. Mais vous voulez la piller comme des villageois, et vous voulez que les gens vous laissent parce que vous avez l'arme. Les armes là, ce n'est pas pour vous, c'est pour le peuple. Il faut que le peuple le rappelle. Et moi, en tant que penseur, en tant que le laboureur de la liberté, le forçat de la dignité, je dois leur rappeler que fondamentalement, notre rôle, c'est faire tout pour rassembler les gens. Et le monologue qu'il y a eu ici, on disait que le grand dialogue national, convoqué, ça a été une vraie distraction. Parce que, il y a, je ne sais pas, ou bien ils ne savent même pas, ou bien ils sont incompétents, je ne comprends pas. Ou bien c'est la mauvaise foi. Ils peuvent quand même savoir, ils peuvent même demander, ils veulent même me demander, parce qu'ils croient qu'ils ne comprennent même rien. Pour faire une négociation, vous décidez des intervenants. Vous décidez du lieu où vous allez faire les choses. Vous décidez des thèmes dont vous allez parler. Vous décidez de qui est-ce que vous allez payer pour l'hébergement. Ça, c'est quel genre de négociation vous voulez avoir? En fait, après avoir arrêté tous les gens qui pouvaient même parler, avec des gens comme le magistrat Albin, on les a humiliés partout. Bala Congo, on a humilié tout le monde pour créer le vide. Et pour dire aux gens que non, il n'y a personne avec qui on veut négocier. C'est des stratégies pour perdre le temps aux gens, pour tuer les gens inutilement, pour faire reculer le pays, pour faire stagner le pays. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'objectif est l'émergence en 2035. Est-ce que il n'y a pas d'émergence. Il n'y a pas d'émergence. On n'est pas bien parti. Non, il n'y a pas d'émergence. Les grands projets qui sont réalisés. Même le président Paul Biya sait, comme je parle là, il sait qu'il n'y aura pas d'émergence en 2035. Où sont les tracteurs? Il y a un ensemble de processus qui conduit à l'émergence. On a tout un ensemble de choses à partir desquelles le président s'est appuyé pour dire qu'on aura l'émergence en 2035. Cela dit quoi? C'est-à-dire qu'on allait réformer l'État de telle sorte que, au niveau, je prends seulement un thème simple, l'énergie. Vous allez atteindre les maisons comment? Avec le courant qui part tous les jours là. Même le petit forgeron ne peut même pas faire le petit fer pour mettre sur les vitres, sur les fenêtres. Vous allez atteindre les maisons. Les maisons, c'est tout un ensemble de choses, de dispositions, où vous allez jusqu'à assainir votre balance de paiement. Vous allez jusqu'à exporter davantage que ce que nous voyons. Vous voyez, dans tous les secteurs de la vie publique, sociale, économique, culturelle, on importe. Avec ça, on ne peut pas atteindre les maisons. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un ensemble d'individus qui captent les énergies, comme dans la sorcellerie. Les gens captent l'énergie des gens. Tous les villageois qui travaillent là au champ et tout ça, tous les dividendes, on capte ça. Non seulement ici, au niveau national de l'État, mais aussi au niveau international avec la France, qui capte nos énergies avec le franc CFA, avec tout ça. Qui est le président qui va arriver là? Que le président qui va arriver là comprenne qu'il y a 2 ou 3 choses qu'il doit incarner. C'est-à-dire, cette colonne vertébrale, de résister à toutes ces pressions-là extérieures
et surtout la capacité personnelle d'incarner certaines vertus. Donc pas seulement au niveau vertu en tant que morale, mais aussi la capacité de se sacrifier. Les gens qui sont là, qui ne rêvent d'une seule chose, c'est le tapis rouge. Et ils perdent le temps aux gens en disant que oh, vraiment on va faire l'inscription sur les listes. Tu vas t'inscrire sur les listes électorales, tu sais même que le pays fonctionne comment. Quelqu'un va gouverner le pays ici s'il n'a pas cette dimension de personnalité, de caractère, un caractère ferme pour résister à tout cela, pour impulser une dynamique. Il faut comprendre que le Cameroun ne va pas atteindre l'émergence en 2035, même en 2055, même en 2065, tant qu'on a cette situation, cette malgouvernance chronique qu'on entretient à dessein parce qu'on ne veut pas que le peuple se développe. Je vous propose une pause. Classique littéraire. Le point littéraire, les classiques littéraires. Classique Donne-moi littéraire. Elle a mis ce chapeau. Britannicus est une tragédie de 5 actes en vers, dont l'auteur est Jean Racine. L'ouvrage est paru à Paris, en France, en 1670. Entre les lignes de ce classique, Annie Lisette Ambassa nous conduit. Bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir et bonsoir à vos nombreux auditeurs. Alors, de quoi s'agit-il dans Britannicus de Jean Racine? Agrippine, mère de Néron, s'aperçoit que ce prince qu'elle n'avait élevé au trône que pour régner sous son nom est décidé à secouer le joug et à gouverner par lui-même. Cette mère ambitieuse et affamée de pouvoir a résolu de marier Junie à Britannicus, fils de l'empereur Claude, son premier mari et frère adoptif de Néron, dans le but de se concilier l'affection de ce jeune prince et de s'en venir aux besoins contre Néron. Narcisse, gouverneur de Britannicus et en même temps confident et favori de Néron, précipite son jeune élève à sa porte, tandis qu'il l'engage d'une part à unir ses intérêts à ceux d'Agrippine, il le trahit d'une autre en dénonçant à Néron les projets ambitieux de la reine-mère. L'empereur déjoue ses projets en faisant enlever violemment Junie. Mais à peine l'a-t-il aperçu à la clarté des flambeaux qu'il en devient épris à son tour. Il monte Britannicus dans son palais et lui ordonne de renoncer à son amour. Sur le refus du jeune prince, il le fait arrêter et dès ce moment projette sa mort. Agrippine elle-même est retenue captive dans le palais. Cependant, elle parvient à obtenir une entrevue avec son fils. Dans un entretien remarquable, elle lui rappelle tous les bienfaits qu'elle lui prodiguait et l'accuse d'ingratitude. Néron cherche à se justifier en reprochant à sa mère le complot qu'elle trame avec Britannicus. Agrippine parvient néanmoins à désarmer la colère de l'empereur et lui fait même promettre de se réconcilier avec son frère. Mais à peine a-t-elle disparu que Néron, donnant un libre cours à ses ressentiments, déclare à Pyrrhus, son gouverneur, qu'il est résolu, sous l'apparence de la réconciliation, à assassiner Britannicus. Cette pièce, une de celles que Racine a le plus travaillé, tous les caractères y sont tracés avec une étonnante perfection. Agrippine est fière, ambitieuse, avide de pouvoir, sacrifiant sa vie, celle de son fils, la vertu, tout enfin au désir de régner. Si elle paraît s'intéresser à l'amour de Britannicus et de Junie, c'est pour se ménager un appui dans la disgrâce dont elle est menacée. Le caractère de Néron est tracé de main de maître. C'est Néron, à son début dans le crime, encore hésitant entre le bien et le mal, entre Pyrrhus et Narcisse. Narcisse est le digne confident d'un tel monstre. C'est le portrait fidèle d'un courtisan perfide et habile, qui flatte les passions de son maître pour mieux s'emparer de lui et le gouverner. Pyrrhus n'est pas tracé avec moins de vigueur. Ministre d'une vertu austère, il résiste aux vues
ambitieuse d'Agrippine comme au vice de son maître. Mais lorsqu'il connaît les horribles desseins de son élève, il se laisse emporter à tout le feu de l'indignation et son éloquence semble un moment triompher de ce monstre. Britannicus a une figure franche et généreuse. La candeur, l'ingénuité, l'amour timide et modeste de Junie viennent jeter sur ce tableau une teinte douce d'intérêt et de sensibilité qui charme. Mais le vice ne triomphe pas tout à fait et le poète a soin de nous faire voir dans l'avenir les remords, les tourments s'attachant à Néron et lui faisant expier son crime. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Gigi. Merci à Anne-Elisabeth Abassa pour ce classique littéraire. Retour avec notre invité Fridolin Quay, le docteur Fridolin Quay, qui nous présente son livre Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie. Alors c'est deux grands temps dans votre ouvrage. Le premier, c'est un peu comme le miroir de l'environnement sociopolitique actuel. Oui, merci à vous pour... Anne-Elisabeth Abassa. Oui, merci beaucoup. C'est un très bon texte. Quand on était en 4e ou 3e, c'est ce qu'on lisait, nous autres. On retenait les formules, on était adolescents, on retenait les formules magnifiques. J'aime Julie, j'aime, que dis-je, j'idolâtre Julie. C'était des choses qu'on disait comme ça, on impressionnait les gens. Bon, alors revenons aux choses un peu plus tragiques. Notre texte, effectivement, a deux grandes parties. La première partie de cette réflexion sur le cours de notre monde porte justement sur un diagnostic. En fait, j'ai fait œuvre en quelque sorte de notaire. Le notaire qui consigne les acquis d'un défunt. Parce que pour moi, Paul Biya, le renouveau, c'est fini depuis longtemps. Quelque part dans l'ouvrage, vous dites même que ça n'a jamais existé. Du moins que c'est pas né, c'est mort-né. Ah ouais, ça n'a jamais, avec vous voyez, les idéaux de rigueur et de moralisation, ça n'a été qu'un discours. Et vous vous souvenez, 2 ans après l'accession au pouvoir du président de la République, lorsqu'on fait un coup d'État, lorsque le coup d'État arrive 2 ans après, les gens qui sont au coup d'État, ces colonels-là, ces militaires-là, ces pushistes, disaient que ils ont fait le coup d'État parce que ces gars qui sont au pouvoir, les gars de Paul Biya, sont occupés à voler vite pour voler et tuer le pays. C'est comme s'ils avaient raison. Bon, bref. Bon, je ne vais pas parler comme ça. Mais ces gars volent. Donc ils avaient vu avant. En fait, la première partie de mon texte, si on revient au texte, c'est le bilan du renouveau. Comme un notaire, donc, je consigne donc ce que nous avons eu depuis 40 ans. Et je me rends compte qu'on a reçu 3 grandes choses. Première chose, chapitre 1, on a reçu la répression de l'État, la torture et les assassinats. Ça, c'est notre bilan. Deuxième chose, chapitre 2, c'est la corruption, la mystification des masses et le tribalisme d'État. Troisième chose que nous avons reçu, que le notaire que je suis, le notaire de la pensée, le notaire de l'expérience vécue, la troisième chose que nous avons donc reçu du régime de renouveau, c'est le banditisme politique et le dévoiement de la fonction présidentielle. Donc voilà le constat du notaire. Et le constat du notaire, dans cette dynamique-là, m'a amené à faire une sorte de psychanalyse de l'esprit du pouvoir qui nous gouverne. Et je me rends compte que c'est un pouvoir foncièrement faux, foncièrement mesquin, foncièrement orienté vers les plaisirs du ventre, dans l'immédiateté. Un pouvoir foncièrement éterniste, si je peux me le permettre ainsi. C'est-à-dire qu'il n'a aucune autre préoccupation majeure que de s'éterniser au pouvoir, que de s'éterniser comme pouvoir. Donc, voilà les éléments fondamentaux. On voit bien que il y a une sorte de machiavélisme qui ne dit pas son nom. Lorsque on laisse les gens voler, piller, s'enrichir, les gens font des îlots de bonheur dans une masse paupérisée. On me dit qu'en Colandom, c'est tout un, je sais pas, c'est le village de qui, je sais pas, mais on me dit que c'est tout un paradis.
Je ne sais pas, il faut qu'on cherche qui est là-bas à Kolando. Mais on m'a dit, j'ai reçu des rapports. Et c'est comme ça dans tous les villages. Non seulement ils ne veulent pas être, ils ne se contentent de rien. Ils ne se contentent pas d'être ministre. Ils ne se contentent pas d'être DG. Ils veulent encore être des chefs de village. Donc, la cupidité, même les petits honneurs du villageois, ils veulent encore ça. Et ils vont encore voler ça. Donc, voilà l'esprit du renouveau. Et ça se répand comme ça. Et c'est comme ça qu'ils transportent leur marchand. C'est comme ça qu'ils transportent leur vanité. C'est comme ça qu'ils transportent leur vacuité. C'est comme ça qu'ils transportent leur vide. Beaucoup sont des spécialistes du style. C'est-à-dire les spécialistes de vide. Et ils en marquent. C'est tout un remue maintenant. Donc, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce qu'en dehors de ça, de cette vacuité de l'être, de cette insoutenable légèreté de l'être, il y a cela, c'est-à-dire ce croisement dangereux entre la corruption et la torture et les meurtres. Regardez Monseigneur Bala. Et ça, on a inculqué ça dans la conscience nationale. Au point où on dit, quand tu veux parler, on dit fais attention, hein, tu vas mourir comme Ateboyen, tu vas mourir comme le Monseigneur Bala. Comme si l'État était là, pas pour protéger les populations, mais pour les mettre à mort, pour travailler à les piéger, pour les finir vite. Non, il faut qu'ils comprennent que c'est fini. Le règne de la peur, des menaces, c'est fini. On n'est plus dans ce règne-là. Donc, le renouveau est fini avec ça. Il est maintenant question que nous prenions nos responsabilités. Et ça, c'est la deuxième partie du livre. On va en parler. Il faut qu'on analyse clairement ce qui nous est arrivé. Et à partir de là, qu'on puisse avoir les possibilités. Regardez la guerre au nord et au sud. C'est entretenu, c'est le bal des maudits. C'est entretenu à dessein pour combler ce vide que le pouvoir laisse. Maintenant, c'est l'industrie des cadavres. L'industrie des cadavres qu'on entretient pour le prestige des comptes en banque. Regardez ce qu'il y a eu, celui qui est allé en prison là, il était SG, c'est pas, il était délégué général à la Sûreté nationale, on dit qu'il y a eu des surfacturations énormes sous prétexte que, comme c'était le neveu du président de la République, il pouvait se permettre tout. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que la logique, et c'est pourquoi je suis même très amer avec ces gens-là. Ils nous ont fait que les bêtis ont honte. Les bêtis boulots ont honte. Parce qu'on va dire, même si tu n'es pas avec eux, on va dire, voilà les gens. Voilà les gens, on est déjà la risée de tout le monde. Tout le monde, les gars du Nord, les gars de l'Ouest, les gars du littoral. C'est la honte. Et on dit qu'ils doivent supporter cela. Non, il faut qu'on leur dise que c'est trop, c'est insupportable. On a compris, le constat, il est amer. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la situation, elle est problématique. La deuxième partie nous donne quand même espoir. Parce que celle-là nous fait savoir que il faut d'abord consolider les maîtres acquis. Alors là, je vous paraphrase, hein, en quelque sorte, à travers votre texte. Il faut consolider les maîtres acquis. D'abord, ce que vous avez appelé cette démocratie contrôlée. Oui, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce livre ne s'adresse pas à Paul Biya. Je le lui ai dédicacé. J'ai écrit une dédicace. J'ai écrit une lettre. Une lettre confidentielle que je n'ai jamais dévoilée. Que je lui ai fait tenir. Bon, je ne sais pas si on lui a donné. Et j'espère quand même. Il ne m'a pas encore répondu, mais j'attends toujours sa réponse. Il faut que je profite de votre radio pour dire au président de la République, aux agents secrets, aux services secrets là, que le travail qu'il devait faire, c'est que lorsqu'on sort notre livre, nous les intellectuels, nous les universitaires, vous allez dire au président qu'on a sorti un livre et qu'on est venu décharger à la présidence. Pas que vous passez le temps à faire à me suivre là, à m'écouter là, dans mon téléphone. Vous devez aller dire au président qu'on a sorti un livre et que le livre, quoi qu'il y ait une photo bizarre sur ça, mais il y a un contenu. Les gens, il y a un de ces gens-là qui m'a vu passer un jour, il m'a dit, tu as écrit un livre vraiment qui est bien, mais qui est sale. Mais je dis, tu as déjà lu combien de parties? C'est un sous-ministre. Il me dit, non, il a seulement lu l'introduction. Mais tu lis l'introduction et tu conclus que, non, il a dit que j'ai aussi vu la première partie. Il dit, bon, saute la première partie, va à la deuxième partie. Parce qu'en réalité, on est à la deuxième partie. Oui. C'est là où on donne un peu les perspectives. Tout à fait. On est tout calme maintenant. On a dénoncé. Le notaire a consigné ce que nous avons comme richesse. Et vous savez, comme dans la vraie vie, que beaucoup de gens n'ont rien, comme moi, je n'ai rien. Donc, le notaire même, il n'est pas nécessaire. Bon. Mais heureusement, le notaire, il a quand même consigné qu'il y a beaucoup de morts, de cadavres. Au moins, quand même, on a acquis. Regardez comment le président de la République laisse le pays. C'est un type que moi, j'ai beaucoup apprécié. Quand moi, j'étais tout petit, quand il est arrivé au pouvoir, mais tout le village était en l'air. Mais regardez son bilan. C'est les cadavres qui nous laissent.
c'est la guerre. C'est ce que on est en train de piéger mes petits frères là, qui sont dans la police, dans les nouvelles recrues, 25 ans, 20, 30, parfois même 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui vont au billet. On est en train de les piéger maintenant comme des rats. Oui. Et entre les Camerounais qui sont comme nous, parce que justement, ils sont allés là-bas pour torturer les gens, pour brûler tous les villages. Il faut une nouvelle république. Alors, j'ai dit, dans la deuxième partie, il faut une nouvelle république. Il faut 3 étapes principalement. Première chose, en fait, il faut qu'on examine ces acquis, ces maigres acquis du renouveau, parce que quand même, il y a des petits acquis. On voit quand même que si je suis encore prof à l'université maintenant, je ne prends pas mon exemple, c'est que le président de la République quand même a balisé un cadre juridique. Oui. Je peux dire que c'est la seule chose que Probia nous laisse, ce cadre juridique dont nous devons nous approprier. Et quand je le dis en disant aux populations que allez vous défendre, parce que les tribunaux, quel que soit ce que vous allez dire, les tribunaux, il faut que la démocratie à laquelle nous aspirons là se fasse par la défense de nos droits. Au fur et à mesure qu'on va aller défendre nos droits, qu'on va aller chercher les moyens de nous défendre, ça va calmer les ardeurs de ces intrigants malfaisants qui sont autour du président de la République et qui sont dans les grands cercles de décision. La deuxième chose, c'est le renforcement de l'état de droit et la construction d'une nation. On ne peut pas construire une nation dans les conditions où nous sommes, avec l'autisme, c'est-à-dire la capacité que développe le régime de ne pas écouter la voix des populations. Oui. Les gars restent, ils vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Donc, il faut que ça cesse. La troisième chose, et c'est le plus important, on doit dire ça aux populations. Il faut absolument que les gens comprennent, et c'est le chapitre 6, la gouvernance de soi. La gouvernance de soi et la pratique du pouvoir. Monsieur Foucault, il y a quelque chose de fondamental qui est dans ce peuple. On n'a plus la notion de dignité. On n'a pas la notion d'effort. Puisqu'on a perverti notre conscience, que tout est possible, les gens ne peuvent rien n'est possible, les gens ne font plus l'effort. Les gens sont dans l'immédiateté. Les gens ne voient que là. Je suis sûr que si la plupart des gens qui sont dehors, dès qu'on leur tend 1000 francs, 10 000, 1 million, 50 millions, les personnes ne peuvent même. Je vois souvent mes amis du MRC là, quand je critique un peu, ils se fâchent. Concernant justement le MRC, lorsqu'on s'attaque à l'ouvrage, lorsque vous dressez le profil de l'alternative, puisque vous avez parlé de la fin du régime Biya, on s'attendait à ce que votre proximité, on vous a vu quelquefois dans une photo avec le président du MRC, on s'attendait à ce que vous le présentiez comme étant l'homme de la situation, mais finalement ce n'est pas le cas, lorsqu'on lit attentivement le livre. Oui, quand on lit attentivement le livre, on va se rendre compte que nous ne sommes pas dans la défense. Et ce que vous m'avez coupé quand je disais qu'en fait, quand je fais des observations à mes amis du MRC, c'est qu'en réalité, on n'est pas dans la défense des noms. Oui. On est dans la défense des valeurs et des principes. Et si vous voulez, vous voyez bien ce qui se passe là. Ça ne veut pas dire en réalité que je n'ai pas une certaine considération pour certains leaders. Oui. Dans le monde actuel où nous sommes là, si on devait me dire de choisir entre ceux qui sont au gouvernement là et Maurice Kamto, je choisis Maurice Kamto, même en dormant. Parce que, pas parce que je m'attends à quoi que ce soit, non. Parce que je vais lui faire le même. Au moins, lui est un intellectuel, je vais être plus dur avec lui. Parce qu'il n'aura plus d'excuses. Celui qui est là, il n'est pas intellectuel au sens où c'est un grand universitaire, machin. Et ce n'est même pas une condition pour être un bon président. On a vu quand Sankara n'était pas une grande université, c'était un capitaine d'armée. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on est dans une logique où des gens s'affirment là dehors. Bon, j'espère quand même qu'ils sont en train de faire diversion, hein, pour qu'on ne voit pas, on ne lise pas bien leurs intentions. Il y a des franquistes là, qui se pavanent là dehors, et les services secrets. Oui, les services. Hein? C'est peut-être l'alternative. Les services secrets, je vais vous répondre. Les services secrets ne disent rien. Les gouverneurs, les préfets, très prompts à réagir quand on passe avec ces militants, à les arrêter, à les embastiller. Je vois que personne ne réagit. En réalité, ça veut dire que les gens sont en train de tenter le peuple. Est-ce que Franck ne ferait pas l'affaire? Je leur réponds aujourd'hui et ce soir que ça, ce n'est pas une monarchie. D'abord, s'ils font ça, s'ils disent que c'est Franck Biya, il faut qu'ils comprennent bien que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que on ne résout pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Depuis 38 ans, les problèmes qui se posent
sont organisés par celui qu'on a élu. Celui qui dit qu'on l'a élu pendant toute cette période-là, c'est Paul Biya. Et si on doit dire que c'est Franck Biya qui doit venir au pouvoir, pour moi, c'est même pas imaginable. Il ne faut même pas qu'il pense à ça. Parce qu'il peut également déposer sa candidature. C'est un Camerounais comme tout le reste. Donc, mais vous savez, le Cameroun qui vient là, c'est pour résoudre les problèmes. Et si les gens veulent toujours perpétuer la guerre, c'est là où alors le pays va s'éclater en trois. Le nord est déjà parti, le nord va partir. Et le reste, on va se débrouiller. Messieurs, si Paul Biya veut même encore un peu de bien à ce peuple, qui ne songe même pas à ça. D'ailleurs, lui-même, il a dit clairement que le peuple camerounais est assez mature et le moment venu, vont trouver. Mais il est urgent. Puisqu'on a l'impression qu'il n'y a plus de capitaine à bord, il est urgent que la transition et l'alternance se fassent maintenant. Parce que ça va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Vous me posez la question par rapport au MRC, où on s'attendrait à ce que je dise que oui, s'il fallait choisir, on doit choisir quelque chose d'autre. En fait, vous savez, mon intime conviction, c'est que les petits boulots ont fait trop honte déjà. Est-ce que le débat devrait encore être à ce niveau-là? Oui. Pour le moment, là, oui, vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas où le peuple est déjà organisé suivant les principes démocratiques. Ici, on doit tenir compte de ces constances, de ces freins, parce qu'en réalité, c'est un frein. Mais on sait, vous n'allez pas expliquer à un nordiste que Franck Biya veut encore pouvoir aller revenir. En fait, vous nous dites que 48 ans encore, cette souffrance que nous vivons là. Vous n'allez pas aller dire à un Bamileke qu'on va encore Franck Biya. C'est-à-dire qu'on vive encore la même corruption, les mêmes choses. Vous n'allez pas dire à un anglophone que c'est Biya qui est toujours Biya. Non. On doit changer ça. Il faut que ça change maintenant. Il faut vraiment que... J'aime bien le bonhomme, hein. Il est fort sympathique, il est réservé. Moi, en tant qu'individu, moi, je ne le connais pas, je ne peux pas le connaître, mais je l'apprécie en tant qu'individu comme ça, de loin. Mais je lui dis, pour son propre bien, oublie ça. Contente-toi de son business, mais oublie l'affaire de présent là, c'est fini. Encore que jusqu'à présent, il n'a pas officiellement déclaré qu'il était derrière effectivement le mouvement franquiste. Non, allons voir, par sa personnalité de loin, je ne vois pas cette ambition démesurée. C'est cet attrait presque ensorcelant du pouvoir. Mais, vous savez, autour du Paul Biya là, les conseillers là, toutes les options sont sur la table. Et comme nous sommes dans une logique où on ne décide pas seulement seul, il y a tous les partenaires économiques, il y a la France, il faut tenir compte de tout cela. Mais j'espère qu'ils auront la lucidité élémentaire, c'est le bon sens élémentaire de dire à Franck Biya que vraiment, comme tu n'y penses même pas, ne pense même jamais. Il nous reste 3 minutes. Alors, Fridolin, où est-ce qu'on peut avoir l'ouvrage? Bon, dans notre ville. Non, je voulais d'abord dire qu'on n'a pas donné tout ce que... Non, on n'a pas évoqué, même, je pense même pas le tiers. Je voulais d'abord, avant de dire où on trouve l'ouvrage, vous lire quand même juste un petit mot. C'est nécessaire. Oui, juste un petit mot. Je voulais dire, lorsqu'on lit, on lit mon livre, on sort de là avec quelque chose d'autre que l'impression qu'on a d'abord au départ. Et je voulais terminer par ces petits éléments. L'écrasante majorité des Camerounais, c'est un expert que je dis là, l'écrasante majorité des Camerounais est à présent dans une situation terrifiante. Puisqu'on leur impose de choisir entre la forfaiture et la sottise, ils choisissent d'observer la scène infâme en attendant. La question que nous formulons au sortir de ces régimes politiques asphyxiants et enlaidissants est celle-ci. Quelle issue, quelle alternative s'offre à nous? Qui, parmi vous, est la meilleure promesse des nouvelles générations et comment l'entretenez-vous? Quelle est sa garantie d'épanouissement? Où sont les portes du rêve et de l'action dans l'immense édifice technocratique momifié que vous vous êtes constitué depuis 1982? Et à leur intention, justement, je dis, être homme d'État, c'est avant tout parvenir en toute humilité à cultiver en soi la faculté de se mettre au service de tous. C'est vouloir se discipliner et travailler en tout temps à s'effacer devant le rayonnement régional et international d'une nation toute puissante et prospère qu'on a assidûment contribué à bâtir. Et je dis, ce texte, je dis au sous-préfet, je dis au préfet, je dis au gouverneur, je dis au ministre, heureusement ils ont déjà commencé à acheter, que ce texte doit être lu
Parce que ça nous donne un peu l'ambition que chacun doit avoir lorsque le pays va se relever. Et je dis à tous, to my brothers and sisters English speaking, that I just finished the English translation. The book is titled Biya's End and the Future of the Nation. It will be out very soon, maybe next week you will have it. Pour avoir le livre, donc j'ai fini la traduction du livre pendant 2 mois. On a travaillé dur. Je me suis fait appuyer par des traducteurs professionnels. On a sorti un bon texte vraiment de qualité qui est en train d'être revu. Alors, vous pouvez l'avoir à mon niveau en m'appelant simplement, ou bien au numéro 690 49 93 65 680 11 08 89, ou bien vous allez simplement au librairie des peuples noirs où il est déjà disponible à Radio Balafon. Et également, vous m'appelez simplement et vous aurez le Docteur Fridolin, merci d'être passé à la radio. Merci à vous tous et merci au DG et au PDG. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisette Ambassa, mise en onde, Ulrich Kemoué, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Wona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. Avec grand plaisir, on se retrouve jeudi prochain à 21h. Royal FM, la radio des auditeurs, votre radio. Trop rapide, on n'a même pas, même le tiers.